Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous la lecture d'Angel, Moll Flanders de Daniel Faux. Alors avant de commencer ma lecture, comme d'habitude, je vous fais un petit récapitulatif de l'auteur. Donc Daniel Defoe, de son vrai nom Daniel Faux, est un aventurier, commerçant, agent politique. Il a plusieurs facettes, mais il est surtout écrivain anglais, né en 1660 à Londres et mort en 1731. Il est universellement célèbre pour son roman Robinson Crusoe paru en 1719, mais moi aujourd'hui, je vais vous lire Moll Flanders paru en 1722. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif de l'histoire, Moll Flanders est l'histoire d'une jeune femme née et abandonnée dans la prison de Newgate, donc prison de Londres au XVIIIe siècle, qui est forcée de se débrouiller seule pour faire sa vie. Alors la suite, on va la découvrir ensemble. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc la lecture d'Angel et je vous souhaite une excellente soirée. Je souris et dis « Non, vraiment, monsieur, ce n'est point du tout ma maladie. » Nous eûmes abondance de tels discours et parfois d'autres qui n'avaient pas plus de signification. D'aventure, il me demanda de leur chanter une chanson. Sur quoi, je souris et dis que mes jours de chanson étaient passés. Enfin, il me demanda si je voulais qu'il me jouât de la flûte. Sa sœur dit qu'elle croyait que ma tête ne pourrait le supporter. Je m'inclinai et dis « Je vous prie, madame, ne vous y opposez pas. J'aime beaucoup la flûte. » Alors sa sœur dit « Eh bien, joue alors, mon frère. » Sur quoi, il tira de sa poche la clé de son cabinet. « Chère sœur, dit-il, je suis bien paresseux. Je te prie d'aller jusque-là me chercher ma flûte. Elle est dans tel tiroir, notamment un endroit où il était sûr qu'elle n'était point afin qu'elle pût mettre un peu de temps à la recherche. » Sitôt qu'elle fut partie, il me raconta toute l'histoire du discours de son frère à mon sujet et de son inquiétude qui était la cause de l'invention qu'il avait faite de cette visite. Je l'assurai que je n'avais jamais ouvert la bouche, soit à son frère, soit à personne d'autre. Je lui dis l'horrible perplexité où j'étais, que mon amour pour lui et la proposition qu'il m'avait faite d'oublier cette affection et de la transporter sur un autre m'avaient abattue. Et que j'avais 1000 fois souhaité de mourir plutôt que de guérir et d'avoir à lutter que les mêmes circonstances qu'avant. J'ajoutai que je prévoyais qu'aussitôt remise, je devais quitter la famille. Et que pour ce qui était d'épouser son frère, j'en abhorrais la pensée, après ce qui s'était passé entre nous, et qu'il pouvait demeurer persuadé que je ne reverrais jamais son frère à ce sujet. Que s'il voulait briser tous ses vœux et ses serments et ses engagements envers moi, que cela fût entre sa conscience et lui-même. Mais il ne serait jamais capable de dire que moi, qui l'avais persuadé de se nommer sa femme et qui lui avait donné la liberté de faire usage de moi comme d'une femme, je ne lui avais pas été fidèle comme doit l'être une femme, quoi qu'il pût être envers moi. Il allait répondre et avait dit qu'il était fâché de ne pouvoir me persuader. Et il allait en dire davantage. Mais il entendit sa sœur qui revenait, et je l'entendis aussi bien. Et pourtant, je m'arrachai ces quelques mots en réponse qu'on ne pourrait jamais me persuader d'aimer un frère et d'épouser l'autre. Il secoua la tête et dit « Alors je suis perdu. » Et sur ce point, sa sœur entra dans la chambre et lui dit qu'elle ne pouvait trouver la flûte. « Eh bien, dit-il gaiement, cette paresse ne sert à rien. » Puis se lève et s'en va lui-même pour la chercher, mais revient aussi les mains vides. Non qu'il eût pu la trouver, mais il n'avait nulle envie de jouer. Et d'ailleurs, le message qu'il avait donné à sa sœur avait trouvé
son objet d'autre manière, car il désirait seulement me parler, ce qu'il avait fait, quoique non pas grandement à sa satisfaction. Il se passa peu de semaines après que je pus aller et venir dans la maison, comme avant, et commençai à me sentir plus forte. Mais je continuais d'être mélancolique et renfermée. Ce qui surprit toute la famille, excepté celui qui en avait la raison. Toutefois, ce fut longtemps avant qu'il y prit garde, et moi, aussi répugnante à parler que lui, je me conduisais avec tout autant de respect, mais jamais ne proposais de dire un mot en particulier en quelque manière que ce fût. Et ce manège dura 16 ou 17 semaines, de sorte qu'attendant chaque jour d'être renvoyés, par suite du déplaisir qu'ils avaient pris sur un autre chef, en quoi je n'avais point de faute, je n'attendais rien de plus que ce gentilhomme, après tous ces vœux solennels que ma perte et mon abandon. À la fin, je fis moi-même à la famille une ouverture au sujet de mon départ, car un jour, que la vieille dame me parlait sérieusement de ma position et de la pesanteur que la maladie avait laissée sur mes esprits. « Je crains, Betty, me dit la vieille dame, que ce que je vous ai confié au sujet de mon fils n'ait eu sur vous quelque influence et que vous ne soyez mélancolique à son propos. Voulez-vous, je vous prie, me dire ce qu'il en est, si toutefois ce n'est point trop de liberté. Car pour Robin, il ne fait que se moquer et plaisanter quand je lui en parle. Mais en vérité, madame, dis-je, l'affaire est où je ne voudrais pas qu'elle fût. Et je serai entièrement sincère avec vous, quoi qu'il m'en advienne. Monsieur Robert m'a plusieurs fois proposé le mariage. C'est que je n'avais aucune raison d'attendre, regardant ma pauvre condition, mais je lui ai toujours résisté, et cela peut-être avec des termes plus positifs qu'il ne me convenaient. Eu égard au respect que je devrais avoir pour toute branche de votre famille. Mais dis-je, madame, je n'aurais jamais pu oublier à ce point les obligations que je vous ai et à toute votre maison, et souffrir de consentir à une chose que je savais devoir vous être nécessairement fort désobligeante. Et je lui ai dit positivement que jamais je n'entretiendrai une pensée de cette sorte, à moins d'avoir votre consentement et aussi celui de son père, à qui j'étais liée par tant d'invincibles obligations. « Et ceci est-il possible, madame Betty ?» dit la vieille dame. « Alors vous avez été bien plus juste envers nous que nous l'avons été pour vous. Car nous vous avons tous regardé comme une espèce de piège dressé contre mon fils. Et j'avais à vous faire une proposition au sujet de votre départ qui était causée par cette crainte. Mais je n'en avais pas fait encore mention, car je redoutais de trop vous affliger et de vous abattre de nouveau. Car nous avons encore de l'estime pour vous, quoique non pas au point de la laisser tourner à la ruine de mon fils. Mais s'il en est comme vous dites, nous vous avons tous fait grand tort. Pour ce qui est de la vérité, de ce que j'avance, madame, je vous en remets à votre fils, lui-même, dis-je. S'il veut me faire quelque justice, il vous dira l'histoire tout justement comme je l'ai dite. » Voilà la vieille dame partie chez ses filles, et leur raconte toute l'histoire justement comme je lui avais dite. Et vous pensez bien qu'elles en furent surprises comme je croyais qu'elles le seraient. L'une dit qu'elle ne l'aurait jamais cru, l'autre que Robin était un sot, une autre dit qu'elle n'en croyait pas un mot, et qu'elle gagerait que Robin raconterait l'histoire d'autre façon. Mais la vieille dame, résolue à aller au fond des choses avant que je puisse avoir la moindre occasion de faire connaître à son fils ce qui s'était passé, résolut aussi de parler à son fils sur le champ, et le fit chercher car il n'était allé qu'à la maison d'un avocat en ville, et sur le message revint aussitôt. Dès qu'il arriva,
car elles étaient toutes ensemble. « Assis-toi, Robin, dit la vieille dame. Il faut que je cause un peu avec toi. »« De tout mon cœur, madame, dit Robin, l'air très gai. J'espère qu'il s'agit d'une honnête femme pour moi, car je suis bien en peine là-dessus. »« Comment cela peut-il être ?» dit sa mère. « N'as-tu pas dit que tu étais résolue à prendre madame Betty ?»« Tout juste, madame, dit Robin, mais il y a quelqu'un qui interdit les bancs. »« Interdit les bancs ? Qui cela peut-il être ? » « Point d'autre que madame Betty elle-même, dit Robin. »« Comment ? dit sa mère. Lui as-tu donc posé la question ? » ?»« Oui, vraiment, madame, dit Robin. Je l'ai attaquée en forme 5 fois depuis qu'elle a été malade. Et j'ai été repoussé. La friponne est si ferme qu'elle ne veut ni capituler, ni céder à aucun terme. Sinon, tel que je ne l'ai pu effectivement accorder. »« Explique-toi, dit la mère, car je suis surprise. Je ne te comprends pas. J'espère que tu ne parles pas sérieusement. »« Mais, madame, dit-il, le cas est assez clair en ce qui me concerne. Il explique de lui-même. Elle ne veut pas de moi. Voilà ce qu'elle dit. N'est-ce pas assez clair ? Je crois que c'est clair. Vraiment. Et suffisamment pénible aussi. Oui, mais, dit la mère, tu parles de conditions que tu ne peux accorder. Quoi ? Veut-elle un contrat ? Ce que tu lui apporteras doit être selon sa dot. Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Oh, pour la fortune, dit Robin, elle est assez riche. Je suis satisfait sur ce point. Mais c'est moi qui ne suis pas capable d'accomplir ces conditions et qu'elle ait décidé de ne pas me prendre avant qu'elles soient remplies. Ici, les sœurs interrompirent. « Madame, dit la sœur Puinée, il est impossible d'être sérieux avec lui. Il ne répondra jamais directement à rien. Vous feriez mieux de la laisser en repos et de n'en plus parler. Vous savez assez comment disposer d'elle pour la mettre hors de son chemin. » Robin fut un peu échauffé par l'impertinence de sa sœur, mais il la joignit en un moment. « Il y a 2 sortes de personnes, madame, dit-il, en se tournant vers sa mère, avec lesquelles il est impossible de discuter. C'est une sage et une sotte. Il est un peu dur pour moi d'avoir à lutter à la fois contre les deux. » La plus jeune sœur s'entremit ensuite. « Nous devons être bien sottes, en effet, dit-elle, dans l'opinion de mon frère, pour qu'il pense nous faire croire qu'il a sérieusement demandé à madame Betty de l'épouser et qu'elle a refusé. »« Tu répondras et tu ne répondras point, a dit Salomon, répliqua son frère. Quand ton frère a dit qu'il ne lui avait pas demandé moins de 5 fois et qu'elle l'avait fermement refusé, il me semble qu'une plus jeune sœur n'a pas à douter de sa véracité quand sa mère ne l'a point fait. C'est que sa mère, vois-tu, n'a pas bien compris, dit la seconde sœur. Il y a quelques différences, dit Robin, entre demander une explication et me dire qu'elle ne me croit pas. Eh bien, mes fils, dit la vieille dame, si tu es disposé à nous laisser pénétrer dans ce mystère, quelles étaient donc ces conditions si dures ? Oui, madame, dit Robin, je l'eusse fait dès longtemps si ces fâcheuses ici ne m'avaient pas harcelé par manière d'interruption. Les conditions sont que je vous emmène, vous et mon père, à y consentir, sans quoi elle proteste qu'elle ne me verra plus jamais à ce propos. Et ce sont des conditions, comme je l'ai dit, que je suppose que je ne pourrai jamais remplir. J'espère que mes ardentes sœurs sont satisfaites maintenant et qu'elles vont un peu rougir. Cette réponse fut surprenante pour elles toutes, quoique moins pour la mère à cause de ce que je lui avais dit. Pour les filles, elles demeurèrent muettes longtemps, mais la mère dit avec quelque passion : « Eh bien, j'avais déjà entendu ceci, mais je ne pouvais le croire. Mais s'il en est ainsi, nous avons toutes fait tort à Betty,
et elle s'est conduite mieux que je ne l'espérais. Oui, vraiment, dit la sœur aînée. S'il en est ainsi, elle a fort bien agi en vérité. Il faut bien avouer, dit la mère, que ce n'est point sa faute à elle si elle a été assez sotte pour se le mettre dans l'esprit. Mais de lui avoir rendu une telle réponse montre plus de respect pour nous que je ne saurais l'exprimer. J'en estimerai la fille davantage tant que je la connaîtrai. Pour cela, j'y réfléchirai encore, dit la mère. Je t'assure que, s'il n'y avait pas bien d'autres objections, la conduite qu'elle a eue m'emmènerait fort loin sur le chemin de consentement. Je voudrais bien qu'elle vous amenât jusqu'au bout, dit Robin. Si vous aviez autant souci de me rendre heureux que de me rendre riche, vous consentiriez bientôt. Mais voyons, Robin, dit la mère encore, es-tu réellement sérieux? As-tu vraiment envie de la voir? Réellement, madame, dit Robin, je trouve dur que vous me questionnez encore sur ce chapitre. Je ne dis pas que je l'aurai. Comment pourrais-je me résoudre là-dessus, puisque vous voyez bien que je ne pourrais la voir sans votre consentement. Mais je dis ceci, et je suis sérieux, que je ne prendrai personne d'autre, si je ne puis l'éviter, Betty ou personne. Voilà ma devise, et le choix entre les deux est au soin de votre cœur, madame, pourvu seulement que mes sœurs ici, qui ont si bon naturel, ne prennent point part au vote. Tout ceci est affreux pour moi, car la mère commençait à céder, et Robin la serrait de près. D'autre part, elle tint conseil avec son fils aîné, et il usa de tous les arguments du monde pour lui persuader de consentir, alléguant l'amour passionné que son frère me portait, et le généreux respect que j'avais montré pour la famille en refusant mes avantages, sur un délicat point d'honneur, et 1000 choses semblables. Et quant au père, c'était un homme tout tracassé pour les affaires publiques, occupé à faire valoir son argent, bien rarement chez lui, fort soucieux de ses affaires, et qui laissait toutes ces choses aux soins de sa femme. Vous pouvez facilement penser que le secret étant, comme il croyait, découvert, il n'était plus si difficile ni si dangereux pour le frère aîné que personne ne soupçonnait de rien. D'avoir accès plus libre jusqu'à moi. Oui, et même sa mère lui proposa de causer avec Madame Betty, ce qui était justement ce qu'il désirait. « Il se peut, fils, dit-elle, que tu aies plus de clarté en cette affaire que je n'en ai. Et tu jugeras si elle a montré la résolution que dit Robin ou non. » Il ne pouvait rien souhaiter de mieux. Et feignant de céder au désir de sa mère, elle m'amena vers lui dans la propre chambre où elle couchait. Me dit que son fils avait affaire avec moi, à sa requête, puis nous laissa ensemble, et il ferma la porte sur elle. Il revint vers moi, me prit dans ses bras et me baisa très tendrement, mais me dit que les choses en étaient venues à leur crise, et que j'avais pouvoir de me rendre heureuse ou infortunée, ma vie durant. Que si je ne pouvais m'accorder à son désir, nous serions tous deux perdus. Puis il me dit toute l'histoire passée entre Robin, comme il l'appelait, sa mère, ses sœurs et lui-même. Et maintenant, ma chère enfant, dit-il, considérez ce que ce serait que d'épouser un gentilhomme de bonne famille, de belle fortune, avec le consentement de toute la maison, pour jouir de tout ce que le monde peut vous offrir. Imaginez d'autre part que vous serez plongé dans la nôtre, dans la noire condition d'une femme qui a perdu sa bonne renommée. Et quoique je resterai votre amie privée, tant que je vivrai, toutefois ainsi je serai toujours soupçonnée, ainsi craindrez-vous de me voir et moi de vous reconnaître. Il ne me laissa pas le temps de répondre, mais poursuivit ainsi. Ce qui s'est passé entre nous, mon enfant, tant que nous serons d'accord, peut être enterré et oublié. Je serai toujours votre amie sincère, sans nulle inclination,
à une intimité plus voisine quand vous deviendrez ma sœur. Et nous profiterons de toute la part honnête de nos rapports sans avoir entre nous aucun reproche d'avoir mal agi. Je vous supplie d'y réfléchir et de ne point vous opposer vous-même à votre salut et à votre prospérité. Et afin de vous assurer de ma sincérité, ajouta-t-il, je vous offre ici 500 livres en manière d'excuse pour les libertés que j'ai prises avec vous et que nous regarderons, si vous voulez, comme quelques folies de nos vies passées dont il faut espérer que nous pourrons nous repentir. Il énonça cela en termes beaucoup plus émouvants qu'il ne m'est possible de l'exprimer. Comme vous le pouvez supposer, vu qu'il me tint 1h30 à ce discours, il eut réponse à toutes mes objections et l'appuya de tous les arguments que l'esprit et l'artifice humain peuvent imaginer. Je ne puis dire, toutefois, qu'aucune de ces paroles m'eût assez émue pour me donner une pensée décisive, jusqu'enfin il me dit très clairement que si je refusais, il avait le regret d'ajouter qu'il ne saurait continuer avec moi sur le même pied qu'auparavant. Que bien qu'il m'aimât autant que jamais et que je lui donnasse tout l'agrément du monde, le sentiment de la vertu ne l'avait pas abandonné au point qu'il souffrit de coucher avec une femme à qui son frère faisait sa cour pour l'épouser. Que s'il prenait congé de moi sur un refus, quoi qu'il pût faire pour ne me laisser manquer de rien, s'étant engagé d'abord à m'entretenir, pourtant je ne devais point être surprise s'il était forcé de me dire qu'il ne pouvait se permettre de me revoir, et qu'en vérité, je ne pouvais l'espérer. J'écoutais cette dernière partie avec quelques signes de surprise et de trouble. Et je me retins à grand-peine de pâmer, car vraiment je l'aimais jusqu'à l'extravagance. Mais il vit mon trouble et m'engagea à réfléchir sérieusement, m'assura que c'était la seule manière de préserver notre mutuelle affection, que dans cette situation, nous pourrions nous aimer en amis, avec la plus extrême passion, et avec un amour d'une parfaite pureté, libre de nos justes remords, libre des soupçons d'autres personnes, qu'il me serait toujours reconnaissant du bonheur qu'il me devait, qu'il serait mon débiteur tant qu'il devrait, qu'il vivrait et qu'il payerait sa dette tant qu'il lui resterait le souffle. Ainsi, il m'amena en somme à une espèce d'hésitation où je me représentais tous les dangers avec des figures vives, encore forcées par mon imagination. Je me voyais jetée seule dans l'immensité du monde, pauvre fille perdue, car je n'étais rien de moins. Et peut-être que je serais exposée comme telle, avec bien peu d'argent pour me maintenir, sans amis, sans connaissance du monde entier, sinon en cette ville où je ne pouvais prétendre rester. Tout cela me terrifiait au dernier point, et il prenait garde à toute occasion de me peindre ces choses avec les plus sinistres couleurs. D'autre part, il ne manquait pas de me mettre devant les yeux la vie facile et prospère que j'allais mener. Il répondit à toutes les objections que je pouvais faire, et qui étaient tirées de son affection et de ses anciennes promesses, en me montrant la nécessité où nous étions de prendre d'autres mesures. Et quant à ses serments de mariage, le cours naturel des choses, dit-il, y avait mis fin par la grande probabilité qu'il y avait que je serais la femme de son frère avant le temps auquel se rapporteraient toutes ses promesses. Ainsi, en somme, je puis le dire, il me raisonna contre toute raison et conquit tous mes arguments, et je commençai à apercevoir le danger où j'étais et auquel je n'avais pas songé d'abord, qui était d'être laissée là par les deux frères et abandonnée seule au monde pour trouver le moyen de vivre. Ceci et sa persuasion m'arrachèrent enfin mon consentement, quoiqu'avec tant de répugnance qu'il était bien facile de voir que j'irais à l'église comme l'ours au poteau. J'avais aussi quelques petites craintes que mon nouvel époux, pour qui d'ailleurs je n'avais pas la moindre affection, fût assez clairvoyant pour me demander des comptes à notre première rencontre au lit. Mais soit qu'il eût fait à son dessein ou non, je n'en sais rien. Son frère aîné eut soin de le bien faire boire avant qu'il allât se coucher, de sorte que j'eus le plaisir d'avoir un homme
comme ivre pour compagnon, de lit la première nuit. Comment il s'y prit, je n'en sais rien. Mais je fus persuadée qu'il l'avait fait à son dessein, afin que son frère ne pût avoir nulle notion de la différence qu'il y a entre une pucelle et une femme mariée. Et en effet, jamais il n'y eut aucun doute là-dessus, ou ne s'inquiéta l'esprit à tel sujet. Et c'est ainsi que se termine mon extrait de ce soir de Moll Flanders. J'espère que vous avez apprécié ma lecture. Je vous souhaite une très bonne nuit si vous allez vous coucher et une très bonne journée si vous vous levez. A tout de suite sur D8 pour la suite du roman.